Bonjour, vous écoutez Lifetime, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft, Windows, Xbox et Power Toys. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez Lifetime, c'est l'épisode 169 et nous sommes le jeudi 5 décembre 2019. Vous pouvez retrouver le podcast sur lifetile.fr, bien sûr sur le site, mais également sur notre flux RSS, podcast.lifetile.fr et la chaîne YouTube accessible à l'adresse youtube.lifetile.fr. Vous pouvez nous retrouver également sur le Slack dédié de l'association. Pour cela, c'est simple, vous envoyez une demande d'invitation à contact@lifetile.fr et mon camarade Cassim ici présent ou le camarade Flobo sera en charge de vous accepter. Voilà. Donc vous avez compris que Cassim était à côté de moi. Bonsoir Cassim. Bonsoir, ça commence à devenir une petite habitude, nos tête-à-tête de podcast. C'est ça, nos tête-à-tête du jeudi soir. Il y en a qui vont jaser. Bon, mais Florian voulait être là, mais vu qu'on a enregistré mardi dernier un story, il n'a pas pu être présent. Voilà. Ah, si on se répartit les tâches, c'est bien. On se répartit les tâches. À lui, l'histoire de Microsoft. Bon, Cassim, je crois que sans plus attendre, nous allons passer à l'actualité de la semaine qui a été plutôt ludique. Allez, c'est parti. Pour commencer, Cassim, on parlera un petit peu de Windows avec la sortie alors d'une nouvelle version encore d'une build insider de Windows 10. Pour rappel, cette fois-ci, les insiders qui sont en fast et ceux qui sont en slow ont été réunis sur la même version, ce qui veut dire qu'on se rapproche vraiment fortement de la version définitive de Windows 10 de début d'année 2020. Et à part ça, on signale beaucoup de correctifs de bugs, quelques problèmes encore qui persistent, mais qui sont en train d'être corrigés par Microsoft. Et je crois qu'on a fait le tour, Cassim, là-dessus. Ouais, il n'y a vraiment plus aucune nouveauté là dans les nouvelles builds, donc ça montre bien que le développement est terminé des nouvelles fonctionnalités, et là on passe à la correction de bugs. Et donc comme tu as dit, ils en ont corrigé pas mal, et la liste des problèmes connus devient assez légère maintenant. Il n'y a plus que quelques points vraiment très spécifiques qui toucheront en plus, je pense, une petite minorité d'utilisateurs. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils proposent bientôt les builds aussi dans la boucle Insider Preview, donc celle qui est vraiment la plus proche de la version stable. Oui, tout à fait. Ouais. Donc au niveau de ce qui ne fonctionne pas encore, il y a certains problèmes de détection de matériel USB après la mise à jour, et l'anti-cheat BattleEye ne fonctionne pas chez certains utilisateurs. Donc ça peut pénaliser quelques joueurs. À vous de voir si vous risquez ou pas de faire cette mise à jour. Allez, pour continuer, il y a une mise à jour des Power Toys. Donc ça, c'est notre camarade Florian qui nous avait parlé des Power Toys. Ce sont des petits outils qui rajoutent des fonctionnalités à Windows. Pour l'instant, 3 grandes fonctionnalités. La première, c'est le rename. Alors, comment il s'appelle? Le Power Rename qui permet de renommer par lot tout un paquet de fichiers. Pratique pour les photos, les fichiers audio, ce genre de choses. Vous avez également un outil qui vous permet de retrouver tous les raccourcis qui existent dans Windows. Avec un appui long sur votre bouton Windows de plus d'1 seconde, ça déclenche l'apparition du panneau qui affiche les raccourcis. Et enfin, vous avez un gestionnaire de fenêtres élaboré et même moderne, évolué, qui va vous afficher des fenêtres complexes. Vous allez pouvoir organiser votre écran, enregistrer votre répartition des fenêtres pour être plus performant. Donc, gérer vos multi-écrans aussi, ça sera quand même assez pratique. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu utilises, ça, Cassim. Non, pas encore. Après, j'aimerais bien m'intéresser quand même à l'outil Power Rename, du coup, qui peut être pratique, je pense, dans mon boulot, où on renomme effectivement beaucoup de fichiers en lot, souvent, par exemple, quand je prépare les photos d'un article, par exemple. Et donc, il faudra que je m'y intéresse parce que oui, effectivement, c'est quand même une liste d'outils qui sont pensés, comme le nom l'indique, un peu pour des power users. Donc, c'est pas pour tout le monde, mais du coup, c'est fait pour augmenter beaucoup les performances, quoi. On a vraiment en améliorant la façon de trier ses fichiers ou son écran, son affichage, etc. Donc, ça a l'air assez précis. Il faudra que je teste ça. Je sais pas si toi, tu l'utilises. Non, je ne l'utilise pas encore, mais je prévois de faire un tuto d'installation des Power Toys et d'une prise en main, donc ça pourrait être sympa pour ceux qui voudraient franchir le pas. Mais je pense que c'est quand même... Enfin, vous installez un fichier .msi, quoi, il n'y a rien vraiment de compliqué. Voilà. Allez, on continue avec une petite astuce, avec un petit raccourci que vous ne connaissez peut-être pas.
Vous connaissez le clic droit sur les fichiers qui vous permet d'avoir tout un menu contextuel qui apparaît. Si vous faites Shift, la flèche, et le clic droit en même temps, vous avez un menu contextuel qui est plus élaboré, plus riche, avec de nouvelles options qui apparaissent. Donc ça peut être intéressant à regarder. Notamment, on en a parlé cette semaine, nous, sur le Slack, parce que notre camarade Florian a découvert ça. Enfin, c'est Jen Gentleman qui lui a présenté cette fonctionnalité qui existe depuis plus de 10 ans et qui permet notamment de pouvoir copier facilement le chemin d'un fichier, chose qui n'apparaît pas avec un simple clic droit. Donc Shift et clic droit vous permet d'avoir un menu contextuel beaucoup plus riche. Voilà, une petite astuce. Je suis sûr, Cassim, que tu ne connaissais pas. Alors, sur le fichier, je crois que je ne l'avais jamais fait sur le fichier lui-même. Par contre, dans l'explorateur de fichiers, ça marche aussi si vous le faites sur le fond, enfin dans le dossier courant où vous êtes sans cliquer sur un fichier en particulier. Et dans ce cas-là, ça affiche aussi effectivement plus d'options, et notamment pour les power users, encore une fois, ça permet d'ouvrir directement un terminal, une invite de commande, une fenêtre PowerShell, directement avec l'adresse du dossier courant, en fait, ce qui permet de ne pas avoir à naviguer après en ligne de commande dans l'explorateur de fichiers. Donc toujours des petits trucs et astuces pour utiliser plus rapidement son Windows. Dernière information Windows, cette fois-ci, c'est que Windows est en perte de vitesse sur Steam. Alors, on parlait de baisse de 2%. Cassim, c'est pas le prix de Windows, non. C'est que les utilisateurs de Windows 10 sont un petit peu moins nombreux sur Steam, contrairement aux utilisateurs de Windows 7 dont le nombre est en hausse sur Steam. Alors, je ne sais pas du tout si on peut l'expliquer. Je vois vraiment pas comment ça... Ouais, j'ai aucune idée de comment ça peut s'expliquer, honnêtement. Après, je pense c'est un micro-événement pas sur la durée, mais voilà, c'est étonnant. Moi, je me dis, à part que les utilisateurs de Windows 10 jouent moins sur Steam que les autres, peut-être qu'ils jouent sur le Windows Store avec le Game Pass Ultimate, ils peuvent jouer à tout ça, mais sinon, je ne vois pas d'autre explication. Peut-être. Après, c'est vrai que c'est un pourcentage et pas un nombre absolu. C'est ça. C'est pour ça que je te dis peut-être que... Ouais. Peut-être qu'il y a beaucoup, en fait, qu'il y a eu plus de joueurs Windows 10 par exemple que le mois dernier, mais qu'il y a eu beaucoup plus de joueurs Windows 7 que le mois dernier, bizarrement. Et donc, par le fait, du coup, il y a eu, en proportion, il y a plus de joueurs Windows 7 que le mois dernier, quoi, sur Steam. Possible. Enfin, peut-être le Game Pass. Pas non plus une news voilà, d'un intérêt énorme. Allez, je te propose, Cassim, de passer aux news Microsoft. Donc, il n'y en a pas beaucoup. On a une information qui est plus politique, écologique. Vous savez que l'Amérique de Trump a voulu se désolidariser des accords de Paris sur le climat. Et les géants du web, dont Microsoft, enfin les géants de l'informatique, pas que du web, dont Microsoft, je crois qu'il y a Apple, Google, je me demande si Amazon en fait pas partie. Alors, Logitech, c'est la Suisse, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, oui, mais c'est des géants quand même. Enfin, je veux dire, oui, tu pensais aux Américains spécifiquement, oui. Oui, tout à fait. Ben oui, parce que justement, ces entreprises américaines ont décidé de s'engager dans les accords de Paris. Ils ne le font pas de manière nationale, mais voilà, les entreprises s'engagent pour essayer d'être un peu plus vert, un peu plus respectueux de l'environnement. Donc, même si je pense qu'il y a un petit peu de greenwashing là-dedans, c'est quand même une intention qui est louable, je pense, à la base. Leur façon de gouverner étant ce qu'elle est, c'est pas que valable aux États-Unis, mais en plus, il faut savoir que par exemple, il y a des États aussi ou des villes qui sont inscrits dans le traité, des villes américaines, des États américains. Je crois que la Californie, par exemple, a signé les accords de Paris. En fait, la décision de Trump ne concerne que l'État fédéral, donc vraiment le gouvernement, la Maison Blanche, quoi, mais il peut y avoir, indépendamment, il peut y avoir des entités, des branches des États-Unis qui acceptent quand même de signer le papier. Et notamment, là, tu parlais des entreprises, du coup. Ça en fait partie. D'accord. OK. Donc, on n'ira pas plus loin là-dessus. Et on va passer sans transition à Microsoft 365. Donc, vous connaissez Office 365, la suite bureautique. Microsoft 365, c'est tout l'ensemble des services Microsoft. Donc, ça va de Windows en passant par Office, et jusqu'à présent, ça n'existait que pour les professionnels. Eh bien, à partir du printemps 2020, Microsoft 365 sera disponible pour les particuliers. Alors, on n'a pas le détail précis encore. Ce sont encore alors pas des bruits de couloir, mais c'est quelque chose qui n'a pas été annoncé officiellement, Cassim, si je ne dis pas de bêtises, mais qui est connu maintenant dans la sphère Microsoft. Tout à fait, c'est un article de Mary-Jo Foley qui révèle ça. Et bon, elle a interrogé ses sources et c'est une journée un peu plus fiable, donc il n'y a pas de problème sur la crédibilité. Effectivement, ça n'a juste pas été officialisé pour le moment. On peut dire qu'aujourd'hui, Microsoft travaille dessus. Et d'après la description qu'en fait la journaliste, du coup, c'est
Ça a l'air d'être un nouveau nom en fait pour Office 365, un renommage du service qui en plus ajouterait quelques éléments supplémentaires, mais ce serait dans un premier temps essentiellement vraiment un renommage. Donc à la place de s'inscrire pour Office 365 personnel ou famille, on aurait Microsoft 365 comme abonnement. Et donc, il intégrerait donc tout ce que intègre Office aujourd'hui, donc l'accès aux applications, du stockage sur OneDrive et compagnie, et quelque chose en plus, notamment une version grand public de Teams, a priori, et surtout un gestionnaire de mots de passe. Donc, il sera un tout nouveau service du coup, parce que pour l'instant, Microsoft n'a pas de gestionnaire de mots de passe, à ma connaissance, hormis dans Edge qui peut stocker des mots de passe, mais Oui, mais ils n'ont c'est pas un service. gestionnaire. Ouais. Ouais. Ouais, tu veux dire un concurrent à l'espace ou un truc comme ça? Tout à fait, c'est ça. Donc, on verra ce que ça peut donner, ça peut être intéressant, mais pour l'instant, ce serait dans un premier temps, en tout cas, vraiment ancré sur Office 365. Et, et surtout, un grand absent moi qui m'a choqué un peu dans son article, et elle le mentionne, je crois, c'est il n'y aurait pas les abonnements Xbox en fait dans l'abonnement, alors que tu vois, on pourrait imaginer un abonnement qui couvre tout Microsoft pour le grand public. Bah, tu penses à tout Microsoft, tu te dis ah bah il va y avoir Xbox dedans. Et en fait, pour l'instant, non, ce serait vraiment le côté bureautique, travail, enfin même si c'est personnel, familial, le côté un peu bureautique de Microsoft. Alors, ça me choque pas tant que ça au premier abord, parce que tu vois, quand tu me dis Microsoft 365, je vais d'abord penser Windows, Office. C'est vraiment les Oui, premiers je services. suis À la d'accord. rigueur, Teams, Skype, tu pourras avoir peut-être des minutes de Skype, j'en sais rien dedans. Mais c'est vrai que Xbox, jusqu'à présent, Microsoft a un petit peu évité de mettre le nom Microsoft sur la Xbox, donc ça reste pas non plus illogique, quoique. Bon, voilà. Non, je suis d'accord. Ah, ouais. T'avais pas d'autres informations par rapport à Office cette fois-ci et le monde mobile? Oui, ils ont annoncé aussi, effectivement, tu fais bien de me, me le rappeler, ils viennent d'annoncer, juste avant qu'on débute l'enregistrement, une refonte complète des applications, et donc probablement pour aller avec ce Microsoft 365, une refonte complète des applications mobiles sur Android et iOS, des applications Microsoft. Donc ça concerne Word, Excel et PowerPoint, mais aussi Outlook et OneDrive. Et donc ça permet de continuer le travail qu'ils avaient déjà annoncé et lancé avec leurs nouveaux icônes. Et là, c'est vraiment toute l'interface de l'application qui a été repensée et avec un support natif du thème clair et du thème sombre, le thème sombre étant particulièrement populaire en ce moment sur mobile. Et Oui. donc, ça donne une interface quand même qui est assez cohérente, puis ils ont une façon de présenter ça qui est assez élégante sur leur site. Donc voilà, ça permettra d'avoir des applications Microsoft. Eux, ils veulent vraiment que on puisse passer, que tu puisses passer d'une Surface Duo à un iPad et que ce soit cohérent. La même expérience. Exactement la même expérience et que ce soit cohérent. D'accord, ok. Bon, je pense que tu as fait le tour, il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. Moi, je vous propose de continuer. Alors, cette fois-ci, toujours t'en parler sur mobile. Donc, on a les applications Office qui sont mises à jour. On a également To-Do qui est mis à jour. Alors, dans les ajouts qui arrivent, il va y avoir la possibilité d'imprimer vos listes. Ça, c'est quand même un truc qui peut être intéressant pour certains. Vous allez avoir des changements graphiques, le mode sombre, le mode clair aussi qui vont être de la partie. Et vous avez de nombreuses options dans la possibilité de cacher ou d'afficher les tâches qui ont été réalisées. Ça peut être bien aussi pour savoir où est-ce qu'on en est si on a beaucoup de tâches. Voilà. Donc je ne sais pas toi Cassim, si tu as d'autres choses à rajouter sur To-Do, si on enchaîne avec... Non, ça reste une application simple et efficace, quoi. Donc, Ok. Allez, donc on enchaîne avec Edge version Chromium qui vont encore arriver des mises à jour, que ce soit en version Dev ou en version Canary. Alors cette fois-ci, sur la version Dev, il y a l'arrivée de la gomme dans le stylet. Donc vous savez peut-être que dans Chromium, dans Edge version Chromium, vous allez pouvoir utiliser votre stylet si vous avez une surface ou un appareil équivalent pour prendre des notes directement sur votre page web. Jusqu'à présent, vous ne pouviez pas gommer avec l'arrière du stylet, mais maintenant, c'est chose possible avec la dernière mise à jour, vous pouvez gommer. Donc, c'est pas grand-chose, mais c'est la suite des mises à jour qui étaient déjà arrivées. Voilà. Et puis, dans la version Canary, on a quoi? On a la possibilité d'afficher les mots de passe et un mode lecture amélioré. Alors, je n'ai pas trouvé l'amélioration. Je ne sais pas si tu as essayé, Cassie. Moi, je trouve que le mode lecture est déjà bien. non, je dois t'avouer que moi je l'utilise en mode bêta ou stable de le nouveau Edge, donc du coup, je les ai pas en mode Canary et Dev, donc j'ai pas eu encore D'accord. cette nouveauté. Je l'aurai dans 2 mois. Non, je ne sais pas quand je Ok. l'aurai, mais je l'aurai bientôt, quoi.
Ok. Bah écoute, moi j'ai essayé les deux entre la Dev et la Canary, j'ai pas vu de différence au niveau du mode lecture. Donc bon. Allez, c'est pas grave. On continue cette fois-ci avec une histoire de guéguerre entre fondeurs. Si je te dis Qualcomm, si je te dis conférence, si je te dis Intel, ça te fait penser peut-être à certaines informations récentes, Cassim? Oui, ouais, c'est un peu la guéguerre un peu entre Intel effectivement et Qualcomm sur le mobile qui se fait sur fond en fait. Donc là, il y a Intel qui accuse Qualcomm de l'avoir sorti du marché mobile. C'est vrai qu'on se souvient qu'il y a quelques années, Intel, de- ils essayaient de proposer leur processeur Intel Atom et compagnie sur des smartphones et ils essayaient vraiment d'aller attaquer le marché du smartphone, mais ils sont arrivés un peu tard, un peu comme Microsoft d'ailleurs. Sur Ils le allaient un peu de smartphone, pair ouais. sur les deux, ils sont un peu arrivés en retard sur le smartphone. Et Qualcomm en a profité en fait pour vraiment devenir le fabricant leader sur ce marché-là, avec Android en particulier. Et donc, tu as Intel qui l'accuse d'avoir joué un peu, parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent Qualcomm de façon récurrente été accusé de ça sur le marché, en fait, d'avoir un peu trop associé la vente de ses processeurs et de ses puces avec des licences pour les modems, notamment modems 3G et 4G, et en particulier aux États-Unis où ils ont des normes un peu spéciales qui fait que, en gros, les fabricants étaient très incités à aller choper les processeurs de Des Qualcomm puces Qualcomm. plutôt que ceux d'Intel. Il y a Apple qui avait aussi attaqué Qualcomm un peu sur le même sujet, qui a justement, moi j'ai un iPhone là, et il a un modem Intel plutôt qu'un modem Qualcomm. Ça a été D'accord. une longue guerre entre Apple et Qualcomm sur ce sujet-là. Bon, il faut savoir que maintenant, la division modem de Intel a été rachetée par Apple et qu'en attendant, Apple a décidé de re-signer avec Qualcomm en attendant qu'ils soient prêts à développer eux-mêmes leur modem. D'accord. Donc voilà, bon, ouais, Intel un peu mauvais perdant sur ce sujet parce que bon, par ailleurs, c'est assez drôle qu'on se souvient qu'ils ont été accusés d'exactement la même chose sur le marché du PC par AMD par exemple, Bah où oui. ils avaient été accusés de faire des prix j'ai plus en détail, mais en gros, enfin, ils achetaient de façon forcée, ils vendaient de façon forcée des lots de puces aux fabricants de PC portables et ils se sont un peu imposés sur le marché du PC portable de cette façon au début des années 2000, donc ce qui avait fait beaucoup de dégâts à AMD. D'accord. Donc c'est un peu marrant. Ok. Bon, pour continuer cette fois-ci, le Snapdragon 865, le dernier né de Qualcomm, qui a été présenté, je crois, la semaine dernière en conférence, C'est ça. a déjà vu, selon des tests, comme quoi il était moins bon que le dernier processeur des iPhones. Alors, je ne sais pas lesquels, le A13, le processeur A13. Personnellement, je ne sais pas si c'est vraiment marquant qu'un téléphone ait 3 points de moins sur le test machin de benchmark. Je ne sais pas si à l'utilisateur en a quelque chose à faire. Toi, Cassim, qui est quand même plus connaisseur. Alors, je dirais que les puces Apple, effectivement, sont performantes et ça permet à Apple de maintenir plus longtemps la durée de vie des iPhones avec les mises à jour de l'OS et ce genre de choses. Cela étant dit, effectivement, enfin, on est arrivé à un certain plateau en termes de performance. C'est un peu comme sur les PC portables, où aujourd'hui, n'importe quel processeur de smartphone est quand même capable de faire tourner de façon fluide l'OS et les applications. Et la différence se verra uniquement en jeu, sur certains jeux. Les hardcore fans de Fortnite diront que l'iPhone peut permettre de jouer en ultra avec tant d'images secondes, alors que ce ne sera pas Ouais. forcément le cas des puces Qualcomm. Est-ce si important? Je ne sais pas. C'est à toi de Ouais. décider. Si tu me Mais demandes mon avis, je te dirai pas du tout. Mais Mais pour voilà. revenir un peu sur le Snapdragon 865, parce que c'est un peu intéressant, surtout qu'à mon avis, ça risque d'être la puce qui se retrouvera dans le Surface Duo. C'est la D'accord. nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm et c'est celle qui va équiper vraiment tous les smartphones haut de gamme de l'an prochain. Et il faut retenir quelques trucs. Je voulais surtout vous rappeler deux points. Alors, le premier, c'est que le processeur n'intègre pas la 5G, mais Qualcomm a annoncé qu'obligatoirement, les appareils qui auront un Snapdragon 865 seront 5G, c'est-à-dire qu'ils auront obligatoirement un modem à côté qui sera 5G. Et en fait, donc ça va généraliser d'un coup beaucoup d'appareils 5G sur le marché. Même en France, on va se retrouver avec des smartphones 5G, même si les réseaux sont pas encore là et que c'est tout frais, etc. Ouais. Mais Mais c'est ils seront prêts déjà. oui, et puis c'est tu sais, c'est la foule à poule, quoi. C'est qu'à un moment, il faut bien se lancer, il faut bien qu'il y ait quelqu'un C'est un petit ça. peu.
si tu attends les réseaux pour vendre des smartphones, bah, après, tu attends les smartphones, enfin, tu es obligé d'attendre dans l'autre sens et tout. Non, mais tu as bien raison. Donc, faut bien qu'il y en ait un qui se lance. Donc, c'est les smartphones qui arriveront avant le réseau, visiblement, en France. Et du coup, donc ce Snapdragon 865, il va apporter la 5G et il va apporter d'autres choses. Tu parlais de performance de processeur, et je vais un peu revenir sur ta question. Oui. C'est plus vraiment le point important. Il faut savoir qu'une puce, donc un SoC sur le smartphone, il gère vraiment énormément de choses. Il ne gère pas que le processeur et la puce graphique, il y a d'autres éléments dessus. Notamment, tu as une puce dédiée à l'IA, tu vas avoir une puce dédiée à la photographie, par exemple, au traitement des photos. Oui. Et c'est vraiment sur ces éléments-là que Qualcomm a mis le paquet avec leur nouvelle puce, là, puisqu'ils annoncent être capable de gérer des écrans qui vont jusqu'à 144 Hz. Ils annoncent aussi être capable de gérer jusqu'à 200 mégapixels d'appareil photo. Donc, de Enfin, gérer bon, après, de l'enregistrement il 8K. faut voir la qualité du capteur derrière. En fait, à mon avis, l'idée derrière, c'est de se dire que tu n'auras pas un capteur de 200 mégapixels, mais tu pourras avoir un capteur de 48, un autre de 48 à côté avec un autre Oui, mais ça sera objectif. l'interpolation. Mais bon, après, on en parlait sur le Slack. On a un photographe professionnel qui est avec nous sur le Slack et qui Évidemment. trouve que la course au pixel reste un peu la course au kiki et que c'est pas vraiment intéressant au niveau qualité photo. C'est marrant, on était revenu il y a 10 ans justement de la course au mégapixel. On était un peu revenu à quelque chose de plus sérieux en allant vers l'optique. Et là, d'un Ouais. coup, depuis un an, il y a eu des capteurs de 48 mégapixels, 64. Là, il y a eu un smartphone qui est sorti avec un capteur de 108 Oui, mégapixels. le Donc, Xiaomi, ouais. ouais. Donc c'est vraiment Qualcomm en tant que fondeur, en tant que marque de processeurs, ils sont obligés de suivre ce qu'on leur demande. Et si Bien les sûr. fabricants veulent intégrer des capteurs, bah, il faut que le processeur puisse suivre en termes Ouais, oui. de performance de traitement, quoi. Ouais. Et donc, bref, tout ça pour dire qu'un SoC, c'est pas juste le processeur, c'est plein d'autres choses, et que c'est sur ces composants annexes que vraiment Qualcomm a mis beaucoup. Et par exemple, je pense pas que l'iPhone soit capable de gérer 200 mégapixels, tu vois, par exemple, la Oui, puce oui. d'Apple. Donc c'est peut-être sur D'accord. ces éléments-là où elle sera plus comparable. Et le dernier élément que je voulais mentionner, et pour revenir un peu à Windows, c'est que Qualcomm annonce que c'est le 865, là, c'est la première puce où ils vont développer des pilotes graphiques qui seront à mettre à jour sur le Google Play Store. C'est Donc vrai. si vous jouez sur PC, vous connaissez forcément ça avec Nvidia ou AMD, avec Oui. les mises à jour de la GeForce des Radeon. Bah là, ça va être vraiment le même principe, c'est qu'il va y avoir une application sur le Play Store qui va mettre à jour le pilote de temps en temps. Et le but, ce sera pour Qualcomm d'optimiser les performances de la puce avec tel ou tel jeu à la mode, de raffiner les choses. Et puis, pour aller un peu dans le même sens, ils ont annoncé qu'il y avait des fonctionnalités de l'Unreal Engine 4 qui allaient être supportées, qui est un moteur graphique utilisé, entre guillemets, par les vrais jeux sur PC et console. Donc ça montre, eux, leur ambition, c'est d'amener des jeux costauds sur smartphone. Et à mon avis, c'est aussi un plan pour l'amener sur PC avec la prochaine Ouais. Ou en tout génération. cas sur un hybride comme la Surface Pro X, par exemple. Exactement, c'est à ça que je voulais en venir. Bon, on imagine toutes ces choses-là qui développent pour une puce smartphone peuvent être utilisées après pour un PC qui serait sous Windows 10, comme la Surface Pro X 2, du coup, par exemple, Tout à fait. et avoir un pilote sur le Windows Store qui soit mis à jour, quoi. D'accord. Ok. Bon, allez, moi je te propose, Cassim, de quitter tout ça et de passer à la Xbox avec une petite annonce qui suit le Black Friday. En Angleterre, la console numéro 1 des ventes a été la Xbox, mais pas n'importe laquelle, ça a été la Xbox One S en version SAD, donc c'est la Xbox en version uniquement digitale, sans lecteur Blu-ray. C'est vrai qu'elle a commencé à 99 pounds, je crois, ou quelque chose comme ça, donc ça valait pas le coup de se priver, au moins pour avoir une deuxième console. En France aussi, elle est tombée Ouais. à 129 euros, puis à 99 euros, donc c'est quand même un prix. Ouais, mais tu l'as trouvé que quelques minutes à ce prix-là. Oui, mais c'est quand même un prix très agressif, quoi. Ah oui, très, 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 très agressif. Voilà, bon, ça, juste pour aller sur la suite. Avant de parler de la suite, on va faire une petite pause par Phil Spencer. Vous vous rappelez peut-être que la semaine dernière, on a parlé de Phil Spencer qui avait enterré, selon lui, la VR pour les consoles, qui disait que personne n'était intéressé par la VR, donc Microsoft allait fermer, selon lui, la porte à la VR. Comme tu disais, Cassim, il s'est pris une volée de bois vert parce qu'il y a quand même des gens qui auraient voulu que la VR puisse être quelque chose qui existe dans l'écosystème Microsoft. Je ne sais pas si tu veux revenir là-dessus, quand même, sur ces critiques qui sont revenues en quelques secondes juste. Ah bah, il a juste repris la parole sur Twitter pour expliquer qu'il prenait les retours, enfin que c'était faire, donc c'était
bien d'avoir amené des retours et que bien sûr il n'y a pas de souci avec ça. Et lui, il dit que lui, il adore que l'industrie du jeu vidéo d'une manière générale ait amené justement la réalité virtuelle, la 3D, les moteurs physiques et ce genre de choses, mais que lui, de leur côté, pour l'instant, vraiment ils se focalisent sur là où ils savent faire de l'innovation. Donc on comprend que c'est pour leur prochaine console de jeu et que ce ne sera pas pour la VR. Et il mentionne le fait que il a eu le temps de jouer à Half-Life Alyx, le nouveau jeu de Valve en réalité virtuelle justement qui sortira en mars, et que il avait trouvé ça génial. Donc c'est pour moi indiqué qu'il s'intéresse bien sûr de près à la réalité virtuelle. Il continue de suivre. Enfin, c'est un joueur et tout comme nous, quoi. Mais la Xbox va pas, pour l'instant, le groupe Xbox va pas investir dedans, quoi. Alors, tu parlais de Phil Spencer qui jouait en réalité virtuelle. Il joue également avec sa Scarlett à la maison parce que les informations ont fuité. Et il semblerait que M. Spencer ait déjà la chance d'avoir une Scarlett. Bon, ça m'étonne pas, il faut bien qu'il y ait des testeurs. Hein. Il l'a je même pense que annoncé. chez lui. Pardon, Cassim ? C'est lui qui l'a annoncé sur Twitter. Il a dit Ah, j'ai ramené ma Project Scarlett à la maison cette semaine et j'adore jouer au jeu et me connecter sur le Xbox Live avec et utiliser ma manette Elite Série 2. Donc qui est bien compatible du coup, pour jouer à cette superbe console. Vraiment 2020, ça va être incroyable. Bien sûr, alors moi mon réflexe quand il a dit ça, c'était d'aller voir son profil Xbox Live pour voir les derniers jeux auxquels il a joué, pour voir c'était quoi qui était, s'il y avait un jeu mystère ou un truc, tu vois, un peu genre Project, je sais pas quoi. T'as trouvé quelque chose ? Non, c'était vraiment des jeux, c'était Halo Reach et des jeux qui sont ressortis récemment, mais pas un truc incroyable. Mais en même temps, elle est rétro-compatible, donc à mon avis, il joue surtout à des jeux Xbox One pour l'instant. Ouais, d'accord. Allez, pour continuer cette fois-ci, alors on a parlé de Scarlett et on a appris, finalement, on en avait déjà parlé et puis l'information revient cette semaine, peut-être aussi notamment grâce aux ventes très bonnes des consoles en version totalement dématérialisée, enfin sans support physique, sans prise en charge de support physique. La Scarlett va arriver sous 2 versions, Cassim, et non pas 2 consoles, la Scarlett et une autre. Non, non, tu me rappelais que c'était la Scarlett en 2 versions. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces 2 versions pour savoir ce à quoi les joueurs peuvent s'attendre l'an prochain? Ouais, alors ça avait vraiment été une longue rumeur, depuis plusieurs années en fait, on entend parler de ces 2 consoles. Et en fait, même l'année dernière, souvenez-vous, quand Phil Spencer avait commencé à parler de la next-gen, il avait parlé de consoles au pluriel. Donc on se disait, il y aura plusieurs consoles d'annoncer, il y aura plusieurs consoles de nouvelle génération de Xbox. Et là, à l'E3 cette année, ils ont annoncé que Project Scarlett avec des spécifications que pour une seule console. On se dit, ah bah mince, ils en ont peut-être annulé une entre-temps, c'était bizarre. Et là, non, il y a bien eu 2 journalistes qui ont travaillé sur le sujet. C'est Jason Schreier de Kotaku, qui est le journaliste jeu vidéo le plus renommé au monde, donc aucun doute sur ses sources. Ouais. Et Tom Warren de The Verge, qui est spécialiste de Microsoft. Donc, pareil, très peu de doute. En plus, les deux donc, ont des sources concordantes et disent la même chose. Donc, il y a un niveau de certitude qui est assez élevé sur cette info. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une info qui est, pour moi, elle est sûre pour aujourd'hui, à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire ça peut être annulé d'ici 6 mois. Le lancement est dans 1 an, tout peut arriver en 1 an. Là, voilà. Là, on est sûr à peu près de ça pour aujourd'hui. Et donc, il y a 2 consoles. Donc, c'est le Project Scarlett qui regroupe 2 consoles. D'une part, Anaconda, c'est la console super puissante dont Microsoft a déjà parlé à l'E3. C'est celle avec le ray tracing, les 4K, 120 FPS, tout ça. Et celle qui aura un lecteur de Blu-ray. Oui, elle aura un lecteur de Blu-ray, elle sera rétrocompatible, tout ça. Voilà, tout ce qu'ils ont présenté jusque-là, c'est pour cette console-là. Et maintenant, on a donc cette autre console qui est en rumeur, qui a comme nom de code Lockhart, toujours dans le projet Scarlett. Elle a comme nom de code Lockhart et elle serait moins performante. Elle n'aurait pas de lecteur Blu-ray. Alors, elle aurait plusieurs avancées du projet Scarlett. Donc, elle aurait toujours le SSD ultra rapide. Elle aurait toujours le processeur plus rapide, mais la partie graphique, la puissance de calcul graphique, serait beaucoup plus faible. Elle serait de l'ordre d'une PlayStation 4 Pro, donc c'est-à-dire qu'elle serait même plus faible que la Xbox One X. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Je trouve ça aussi assez étonnant. Alors, on va y revenir juste. Donc, à titre d'information, l'unité de mesure que les fabricants aiment bien utiliser, c'est les teraflops pour mesurer la puissance d'une console. Et donc, d'après The Verge, la Xbox Anaconda, donc la plus puissante des 2,
elle a une puissance de 10 teraflops, c'est l'équivalent de ce que propose Google Stadia. Et ce serait, d'après Kotaku, Mais sans le lag cette fois-ci. sans le lag et sans la compression type YouTube. Et cette puissance de calcul, ce serait équivalent à peu près à la PlayStation 5, apparemment, d'après les bruits de couloir des développeurs. Les deux consoles sont vraiment au coude à coude. Il n'y en a pas une qui est vraiment plus puissante que l'autre. La PlayStation 5 et la Xbox seraient au même niveau. Par contre, la Oui. low-card, donc, elle serait à 4 teraflops seulement, donc c'est à moins de la moitié. Ouais. Et elle serait vraiment équivalente à une PlayStation 4 Pro. Donc toujours d'après ces sources-là, le but, en fait, ce serait que la Xbox Anaconda, donc soit le modèle vraiment premium, puisse faire tourner les jeux en 4K à 60 images secondes. Et le but, ce serait que la low-card, la console moins puissante, fasse tourner les jeux avec la même qualité graphique, mais seulement en 1440p en QHD, c'est-à-dire une définition bien inférieure et à toujours à 60 images secondes. Donc en fait, elle rognerait surtout sur la définition d'image et sur le Blu-ray, donc le lecteur Blu-ray. Bien sûr, le but, c'est de pouvoir vendre une console qui serait beaucoup moins chère le modèle supérieur et probablement que la PlayStation 5 du coup. On pourrait même imaginer euh, alors on ne sait pas du tout les prix pour l'instant des consoles, mais on pourrait imaginer une PlayStation 5 qui serait peut-être un peu moins chère que la Xbox la plus chère, parce que Sony a souvent été plus agressif sur ses tarifs. On se souvient, la Xbox One et la Xbox One X c'était 500 euros. La PlayStation Oui. 4 et la PlayStation 4 Pro c'était 400 euros. Donc Sony a souvent été plus agressif. Là, on pourrait imaginer une Xbox à 500 euros, une PlayStation 5 à 400 euros, et le carte, par exemple, tu vois, à 350 euros. Enfin, quelque chose où, du coup, Ouais. Microsoft prendrait en netto la console. Ouais, enfin 300 même, il faudrait pas que ce soit si près de la PlayStation 5. Ouais, là, c'est tout l'enjeu pour Microsoft de pouvoir maîtriser. Enfin, c'est pour ça qu'à mon avis, ils sont pas encore sur deux sur ce plan-là. C'est parce que c'est, à mon avis, compliqué. C'est compliqué vraiment pour convaincre les développeurs et tout ça, à mon avis, de réussir ce lancement. Puis il faut bien l'expliquer aux gens, il faut faire comprendre les différences, etc. Il faut réussir à promettre bien expliquer ce qui sera différent et pas promettre trop de performance, par exemple, pour la console la moins performante, enfin des choses comme ça. Si tu commences à promettre que les jeux tourneront exactement de la même façon, il faut faire très gaffe à ce que les jeux tournent exactement de la même façon, par exemple. Enfin, c'est ce genre de point sur lequel il va falloir faire attention. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Eh ben, écoute, moi je t'avoue, je suis quand même très partagé parce que le lecteur Blu-ray, c'est quelque chose dont je me sers assez régulièrement. Ma console, c'est mon lecteur multimédia de salon. Donc j'ai besoin d'un lecteur Blu-ray. Par contre, tu me dis, j'ai une télé qui est juste en Full HD. Ouais, J'ai qui pas n'est une pas télé 4K. 4K et je me fous d'avoir une télé 4K. Et Pour justement, c'est un l'instant, en peu le tout cas. but, j'ai l'impression, de ce modèle. Et oui, mais sauf que moi, tu Il n'y me a pas le dis, Blu-ray. OK, elle fait un petit peu plus que 1080p. Super, moi ça me suffit. J'ai pas besoin de la résolution 4K sur la console. 60 images secondes, nickel. Je sais même pas si ma télé affiche du 60 images secondes. Par contre, tu me dis qu'elle a pas de Blu-ray, et là je vais tiquer. Parce que je me dis, à quoi ça me sert d'avoir une console qui est à peine plus puissante que ma One S, qui n'a pas de Blu-ray, dont je me sers pas chaque semaine, mais presque. Euh, voilà, à quoi ça va me servir d'avoir cette low card finalement? Est-ce qu'il vaut mieux pas pour moi que je passe sur une Anaconda? Ouais, Mais ça va être. je suis vraiment très partagé parce que la résolution finalement, ça me suffit largement, mais j'aurais besoin de ce lecteur Blu-ray en plus. Ou est-ce que tu pourrais le rajouter ensuite? Je sais pas. Je pense pas que tu pourras le rajouter. Enfin, on verra. Hein, j'en sais rien. Et en même temps, ils ont fait des designs modulaires pour les surfaces. Donc, bon, on sait jamais. En même temps, c'est vrai qu'ils pourraient Pourquoi très pas? bien dire que voilà, tu peux le réparer toi-même, tu peux Mais non, mais modulariser tu la pourrais chose à la toi-même. rigueur imaginer de pouvoir acheter ton petit module Blu-ray que tu branches en Mhm. USB derrière ou je sais pas comment. Et comme tu peux avoir, tu sais, un lecteur Blu-ray externe sur un PC. Oui, Même limite, elle accepte un lecteur Blu-ray externe, tu le branches et puis c'est réglé. c'est ce que Si tu en as Microsoft déjà un. proposait à l'époque de la Xbox 360 avec Le truc, le ouais. HD DVD. Ouais, tu avais ça. Mais alors, moi, j'avais d'autres points comme ça qui me venaient en tête sur cette affaire. C'est alors d'une part. Dans les infos aussi, il y a le fait que Google, c'est marrant, Sony et Microsoft étaient terrorisés par l'arrivée de Google sur le marché avec Oui, Stadia. oui, Donc oui. en 2018, c'est pour ça notamment que Microsoft a vachement annoncé xCloud il y a un an. On se souvient que tu as Google qui avait annoncé leur truc. 24 heures après, tu avais l'annonce de Microsoft pour dire nous aussi on fait du cloud gaming, quoi. Donc tu sens qu'ils étaient vraiment flippés sur le truc.
Et en fait, le lancement de Google Stadia les a complètement rassurés. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucune crainte. Oh, c'est bon, finalement, c'est bon, le marché, il est à nous, pas de souci, c'est pas Google qui va. Voilà. Enfin, C'est vrai que Stadia se fait descendre en ce moment. Enfin, oui, enfin, le lancement se passe pas du tout bien, effectivement. Enfin, il n'y a personne sur les serveurs, c'est pas très tip-top, quoi. En fait, le lancement de Stadia est beaucoup comparé au lancement de la Xbox One, donc on verra après ce que ça donne, mais ce qui n'est pas une bonne nouvelle, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose de très positif. pour eux, non, c'est pas le bon plan. Et donc, ce qui me venait en tête, moi, c'était une ou deux choses. C'était d'abord que on a dit cette console, la Lockhart, là, serait idéale pour faire des jeux, tourner des jeux un peu plus beaux que le Full HD. Moi, ce qui me vient en tête, c'est le fait que est-ce que ce serait pas la console idéale pour xCloud, justement? On avait dit que les serveurs xCloud, pour l'instant, étaient basés sur la Xbox One S et ils allaient avoir besoin de la mettre à jour pour la nouvelle génération. Oui. Or, donc Lockhart, elle fera bien tourner les jeux de la nouvelle génération, c'est tout l'intérêt. Et je me dis que ça m'étonnerait qu'ils aient la capacité de produire donc la Anaconda, la console la plus puissante, en suffisamment de grande qualité pour à la fois en vendre aux gens et en même temps la foutre dans leur serveur, tu vois. En début de génération, les lignes de production, elles sont quand même très très serrées et ça risque d'être compliqué. Et donc je me demande si Lockhart ce serait pas idéal justement de mettre ça dans leur serveur parce qu'on n'a pas besoin enfin pour le cloud gaming, je pense pas qu'on ait vraiment besoin de 4K à 60 images seconde. On a parlé l'autre fois. Je pense que du 1080p, 1440p, ça suffit largement. Ce sera une meilleure définition que la plupart des smartphones. Ce sera suffisant pour les tablettes et pour les télés, ce sera OK. Les gens regardent tous Netflix en 1080p, ils s'en rendent pas compte. Donc, je pense vraiment pas qu'il y ait de soucis là-dessus. Et je pense que ce serait plutôt malin de la part de Microsoft, j'ai l'impression, de mettre ça dans leur serveur en attendant un autre moment, peut-être de refaire une mise à jour. Mais en attendant, vraiment pour diviser la production, ça me semblerait malin. Et avoir après, ouais, la guerre des prix. Moi, la seule crainte que j'ai, c'est là, on arrive sur une nouvelle génération. Et l'intérêt d'une nouvelle génération, c'est de dire aux développeurs pour les jeux consoles, de dire ça, c'est la nouvelle base. Vous avez le droit. Tu vois, là, actuellement, les jeux n'arrivent pas à exploiter vraiment pleinement la Xbox One X parce qu'il y a toujours la Xbox One et les jeux pour tourner, enfin, ils sont obligés quand tu commercialises un jeu pour la Xbox One, tu es obligé de tourner à la fois sur la Xbox One et sur la Xbox One S et la Xbox One X. Et donc, tu es obligé de niveler vers le bas, en fait. Et moi, j'ai peur que, on a dit, les deux consoles les plus puissantes, la PlayStation 5 et la Anaconda, seraient équivalentes. Et moi, j'ai peur que du coup, Lockhart nivelle par le bas ce qu'on aurait dû avoir comme qualité graphique si Microsoft lance vraiment cette console. On verra, hein, mais c'est un peu ma crainte. Après, peut-être qu'ils vont vraiment s'assurer que les développeurs font le boulot, mais ce serait ma crainte. Être obligé d'avoir deux versions, d'avoir une version Lockhart et une version Anaconda. Ouais, pour voilà, chaque jeu. Pour chaque jeu et que du coup, les développeurs vraiment prennent de base la Lockhart et fassent une version un peu plus beau pour la Anaconda, mais ça sert vraiment de base pour Lockhart en fait, et que du coup, on soit plombé pour les 6 ans à venir jusqu'à la Ah prochaine ouais, ça génération. serait bête quand même. Ah, c'est ça, c'est pour ça que je trouve ça dommage. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Bon, allez, on va refermer ce dossier Xbox, et puis cette fois-ci, on va parler de nouveaux jeux qui arrivent sur les Game Pass. Alors, je les connais pas par cœur, je les connais pas tous d'ailleurs. Il y a Age of Wonder Planetfall. Alors, je connais Age of Wonder, mais pas celui-là. Toi, tu joues à celui-là? Non, je connais aussi Age of Wonder, mais du coup, ça m'intéresse. Enfin, je vais me renseigner du coup, vu que maintenant il est dans l'abonnement. Je vais me renseigner pour savoir s'il est bien. C'est un Civilization Live, je crois, un peu en version Heroic Fantasy, un peu. Tout à fait. Ouais, ça a l'air assez sympa. Hein. De toute façon, quand on voit la démo, le jeu en lui-même est sympa. Sinon, vous avez Daemon's Tilt. Alors, ça, c'est un flipper. Il paraît qu'il est très bien. Ouais, il paraît qu'il est très bien, mais un flipper sur PC en 2019. Voilà quoi, j'ai Écoute, l'impression de retourner sur Windows 95. C'est dans l'abonnement. Vous avez Europa Universalis 4 qui est disponible, Feria, Farming Simulator 17. Jouer sur son tracteur, c'est quand même assez top. Non, je dis ça, mais il paraît que c'est un jeu qui est quand même vachement joué et vachement apprécié. Ouais, donc, c'est très très populaire. Ensuite, vous avez dans la série Human Fall Flat, que je ne connais pas du tout. Metro Last Light Redux, My Friend Pedro et Pathologic 2. Donc là-dessus, je connaissais deux jeux, Age of Wonders et Farming 2017. Et puis c'est tout. Je sais pas toi si tu as d'autres que tu connais. Alors non, pas sur cette fournée-là. Bon, on se rappelle qu'après, d'ici la fin de l'année, il va y avoir d'autres gros jeux qui vont arriver, notamment Witcher 3. Et moi, il y a un jeu que j'attends qui aurait dû être dans cette fournée-là, qui n'est pas encore arrivé, c'est Phoenix Point, qui est
un jeu dans la veine de XCOM. C'est d'ailleurs le créateur de XCOM qui est derrière le projet, où c'est un jeu de stratégie contre des aliens. Et il va arriver, enfin, le développeur a annoncé qu'il serait dans le Game Pass. Ils attendent la certification de Microsoft. D'accord, ok. Bon, et puis dernière information, c'est une mise à jour assez d'importance. C'est pour les joueurs de Minecraft. Si vous jouez sur les RIMS, les serveurs officiels Minecraft, vous étiez limité à 10 joueurs sur le même serveur, ce qui, en 2019, pouvait être assez embêtant, parce que nous, on a quand même essayé pendant un temps, et on arrivait facilement à avoir besoin de 10 joueurs, pas forcément en même temps, mais vous créez 10 comptes, et après, c'est bloqué. Mais maintenant, la limite passe tout simplement à 50 joueurs simultanés, donc c'est quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus confortable pour jouer avec toute une bande de copains et créer un monde à plusieurs. Donc je sais pas si toi, Cassim, tu es joueur de Minecraft. Je crois pas par moment, mais très occasionnellement. Enfin, c'est vraiment par moment j'y joue beaucoup, mais c'est vraiment sur 2 jours, tu vois, et après je m'en lasse et après j'y reviens un peu plusieurs mois après, quoi. Mais par contre, Realm Plus, je crois que c'est un abonnement qui du coup intègre aussi l'accès à beaucoup de choses qui sont dans la boutique payante normalement du jeu. Ouais, de contenu supplémentaire, ouais. De contenu supplémentaire cosmétique, en fait, c'est une sorte de Game Pass pour Minecraft presque. Ouais. C'est un abonnement qui intègre plein de choses. Oui, alors je n'ai pas regardé le prix d'ailleurs. Je me suis contenté de ça. Je trouvais que la limite était quand même importante de passer de 10 à 50, mais tu as l'information pour le prix? C'est 8$ par mois par contre, je crois. Ouais, tu fais ton Game Pass Ultimate, tu fais ça, plus ton Office 365 ils sont malins, comme Microsoft. Ah ouais, mais ça commence à faire cher à force. Enfin voilà. Bon, Cassim, je crois qu'on a fait le tour de cette actu de la semaine. C'est un joli Encore épisode, une grosse actu Xbox. Hein. Ouais, mais en même temps, on va en parler toute l'année. Hein. Alors, spoiler alerte, ça sort fin 2020, donc ça et Surface Duo, ça va être notre année. Hein. Ouais, je pense. Mais c'est bien, au moins, ça nous fera parler un petit peu de matériel. On a tellement râlé qu'il n'y avait plus rien pour nous chez Microsoft. Au moins, ça y est, on retrouve des choses. La fin de la traversée du désert. C'est la fin, ouais. On va pouvoir retirer la fiche qui est, je ne sais pas où vous la voyez, enfin, au-dessus de mon... là-haut, là. Au-dessus du Dark Vador. Voilà, au-dessus de Dark Vador. Merci, j'avais perdu son nom. Voilà, merci beaucoup, Cassim. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Cassim. Je vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine pour l'épisode 170. Et puis, on vous tient au courant pour les autres nouveautés. Allez, salut Cassim, au revoir tout le monde. Salut.